I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité. L'affaire Mohsin Fikri continue de faire grand bruit avec une marche en hommage à ce marchand ambulant hier soir à l'Hoceima. Une enquête préliminaire conclut pour l'instant à un accident, mais en dehors de ce nouveau drame social, c'est aussi un drame de l'informel qui se cache derrière cette histoire. Souvenez-vous, en mai 2015, le roi Mohamed VI avait décidé de boycotter le lancement du programme de réhabilitation des marchands ambulants. Depuis, les choses ont bougé, assez, pas assez. Comment en finir avec ce drame de l'informel? C'est le premier sujet des décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs ce mardi 1er novembre. Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Youssef Enassiri également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Vice-président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. En deuxième partie, nous parlerons du statut d'auto-entrepreneur. Voilà un peu plus d'un an qu'il est en marche. 34 500 personnes se sont à ce jour inscrites sur le portail national de l'auto-entrepreneur sur un objectif de 100 000 personnes d'ici 4 ans. C'est un bon début, tout le monde est d'accord, mais il manque encore de l'accompagnement et de la communication. Pourquoi pas aller rêver d'un modèle à l'auto-entrepreneur américaine dans les prochaines années, on en parlera. 55 77 pour réagir par SMS ou poser vos questions, ou bien la page Facebook, les décodeurs Atlantiques. C'est parti. Il y a des choses évidentes et des choses plus subtiles. Oui, l'affaire Mohsin Fikri est un drame social. C'est aussi un drame de l'informel. Amine Diori, pourquoi ? Alors oui, effectivement, j'ai envie de dire c'est avant tout un drame humain. Drame de l'informel parce que c'est pas un cas isolé malheureusement. Il y a eu d'autres cas, d'autres marchands ambulants qui ont subi un sort tragique. De la même façon, je pense à la marchande de crêpes de Kenitra il y a encore quelques mois. Donc voilà, c'est alors maintenant drame de l'informel, oui, d'une certaine façon, c'est vrai puisque ce statut d'informel fait qu'on travaille, enfin ces personnes travaillent dans l'illégalité, sont obligées de se cacher, sont obligées de fuir la police. Donc effectivement, ça crée toute une insécurité autour de ce statut. Donc oui, effectivement, c'est aussi un drame de l'informel. Insécurité, manque de confiance, peur. Vous l'avez dit, effectivement, plusieurs marchands ambulants qui se sont aussi immolés ces derniers mois. Et ce drame-là, quand même, passé par un camion poubelle, c'est quand même assez incroyable. Ça va au-delà de l'imagination. Vous, Youssef Enassiri, vous nous dites drame de l'informel, oui, mais quand même, l'informel, ça sert. C'est pas que j'ai pas dit que l'informel ça sert, mais je dis que aujourd'hui on doit se dire les choses en face. C'est que l'informel c'est 40% de l'économie marocaine, qu'on le veuille ou non. Et donc là, c'est quelque chose qui est une partie prenante dans notre vie, dans notre manière de vivre, dans notre économie. Et donc la solution doit être autre que de combattre. Et alors ça sert à vie pour la crise économique, à une certaine stabilité au Maroc, mais ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Oui, c'est vrai qu'il a plus d'inconvénients que d'avantages, mais la réalité est là. Donc, il faut penser comment le structurer, comment l'intégrer dans le formel, comment les accompagner à migrer vers un système beaucoup plus transparent, beaucoup plus sûr, beaucoup plus adéquat et beaucoup plus bénéfique pour l'économie marocaine. Parce que dire combattre, c'est combattre 40% de l'économie marocaine. Et de là, je me permets de revenir sur le drame de Mohsin Fikri et de dire que c'est pas un drame de l'informel, mais c'est un drame d'un système, d'une manière de faire, parce que là c'était un problème avec la manière avec laquelle on a voulu appliquer la loi, qui était d'une manière non adéquate. Amine Diori, pourquoi cet aspect drame de l'informel, cette lecture-là, elle n'est pas abordée? On parle de drame social, on parle de drame humain, vous l'avez dit, oui. On parle de drame peut-être manque de communication des politiques, même si pour la première fois quand même les deux principaux partis, celui de la majorité et celui de l'opposition, ont réagi. Pourquoi on n'aborde pas cette lecture via l'informel ? Bon, déjà, d'après ce que je vois et entends, les politiques ont quand même faiblement réagi. C'est plutôt Sa Majesté qui est en avant-poste aujourd'hui par rapport à cette question. Maintenant, je reprendrai juste les propos de mon collègue à l'instant. Effectivement, combattre n'est pas forcément la bonne solution. Intégrer, oui. Et c'est justement ce que visait le plan proposé par Mohamed VI il y a un an, qui n'a pas été encore mis en place.
L'idée c'est quoi? C'est surtout d'encadrer la profession. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut les accompagner, il faut leur donner les moyens de pouvoir vivre. Parce que je rappellerai que derrière ce terme d'informel, et notamment pour les marchands ambulants, c'est près de 276 000 personnes comme marchands ambulants. Et derrière, chaque personne fait vivre 6 autres personnes. Donc effectivement, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernées par cette situation. Même, un peu plus d'1 million de personnes qui vivent à travers ces marchands ambulants. Alors vous l'avez rappelé, mai 2015, Laurent Mohamed VI qui tape du poing sur la table, qui boycotte le lancement d'un plan de réhabilitation des marchands ambulants. Est-ce que depuis ça a beaucoup évolué, Youssef Nasseri? Malheureusement non, mais avant de continuer pour répondre à ta question, Landry, je me permets de continuer un point qui est très important qui était cité, c'est que aujourd'hui intégrer le formel et parler de 267 000 personnes qui travaillent dans l'informel, mais pour moi je pose la question, à qui profite réellement l'informel? Parce que ces gens-là ne sont pas des importateurs. On sait que c'est des gens qui sont principalement dans le service et le commerce, et le commerce c'est des produits qui sont importés principalement de pays asiatiques. Et c'est pas des gens qui travaillent dans l'informel qui importent. Donc c'est toute une économie formelle qui alimente l'informel. Et de là, normalement, on doit commencer, pour bien comprendre le phénomène, il faut commencer par ces gens-là. Pourquoi? Ils sont dans le formel, mais ils font vendre leurs marchandises en noir à des gens qui travaillent dans l'informel. Parce que, en fin de compte, ces personnes-là, ils n'ont pas d'autre choix, vu le taux de chômage qu'on a, vu le système éducatif, vu qu'on n'est pas un pays industrialisé, que l'industrie n'a pas la grande place dans notre économie. Mais aussi peut-être le manque de qualification et vu l'analphabétisme également. Oui, bien sûr, ça c'est... Le fait de se former soi-même au marché formel, c'est peut-être aussi compliqué pour certains. Et donc là, c'est la question à poser, c'est qui profite normalement. Je me rappelle dans les chiffres qui étaient annoncés, c'est dans les 300 milliards de dirhams, l'informel. Et donc, pour moi, si ces 300 milliards profitent à ces 267 000 personnes, alors je dirais que... Bilan, oui, sûr, parce que bilan, oui. Sinon, on parle de plus d'1 million 68 000 en tout cas. Exactement. Pour revenir à la question, qu'est-ce qui a été fait? Je sais pas pourquoi on ne prend pas l'exemple qui a été fait à Sidi El Barnossi, qui était l'opération pilote et qui devait être généralisée. Et c'est une opération aujourd'hui qui est réussie. Ils ont rassemblé Casablanca, hein. Exactement, de Sidi El Barnossi, que la préfecture de Sidi El Barnossi. Ils ont mis en place un souk, un marché pilote, qui aujourd'hui, après 3 ans, c'est une réussite. Et aujourd'hui, on voit que dans le Barnossi, il y a très peu de marchands ambulants. Même la manière avec laquelle elle est gérée, elle est faite, c'est une opération très réussite. Donc il faut communiquer, capitaliser et généraliser. Et voilà peut-être un exemple, justement, de politique de proximité, politique locale, qui fonctionne, parce qu'on rappelle que ce programme de réhabilitation, c'était le ministère de l'économie, le ministère de l'Intérieur, oui, qui avait été justement taclé par Laurent Mohamed VI, Amine Diouri. Oui, tout à fait. Il faut effectivement s'inspirer de ce genre d'expérience réussie. Ce qui serait vraiment dramatique, c'est qu'on se serve de la mort de ce malheureux pour dire qu'on ne fait rien, qu'on laisse au contraire l'informel se répandre. Or, c'est pas ça. On va pas résoudre le problème de cette façon-là. Il y a un véritable problème. Il faut l'affronter, il faut le regarder. Évidemment, pour les marchands, je parlais d'insécurité générale. Pour les citoyens, vous n'avez pas envie en tant que citoyen de voir votre rue paralysée par des marchands ambulants. Et pour l'État, ça représente un manque à gagner aussi en termes de rentrée fiscale. Donc tout le monde y a à gagner à ce que cette situation s'améliore. Y compris sur la qualité du produit. Bien sûr. La sécurité alimentaire, par exemple. Il y a aussi cet aspect de sécurité alimentaire qui est très important. Donc, il faut effectivement, il y a des expériences qui sont réussies, il faut essayer de les adapter et d'intégrer. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment intégrer ces personnes. On pense très souvent, malheureusement, il y a un défaut d'information sur ce sujet, et ce sera la question suivante qu'on va aborder. C'est la peur de l'administratif, le fait de changer de statut. Or, aujourd'hui, il y a des statuts, on parlera de l'auto-entrepreneur, c'est quelque chose de très simple. On revient au discours royal
nationale sur l'administration il y a quelques jours. Oui, exactement. Plus cet aspect-là, c'est un statut qui est très simple, mais malheureusement on ne communique pas dessus, et ça donnerait une vraie légitimité. En tout cas, on intégrerait dans le processus légal beaucoup de ces marchands, et il ne serait plus en première ligne face à l'aléatoire, face à l'injustice qu'ils subissent au quotidien. Donc une des recettes, c'est peut-être la régionalisation, en tout cas des programmes de proximité, peut-être pas l'État central qui doit gérer cette problématique des marchands ambulants, même si on a vu ces derniers mois quand même des marchés, des souks qui ont été réhabilités, et même s'il y a eu des critiques peut-être sur les techniques employées pour réhabiliter ces marchés, et même la visibilité de ces marchés qui finalement ne collent pas peut-être à l'historique de ces souks, il y a quand même des progrès, Youssef Nassiri. Il y a des progrès qui sont faits, mais malheureusement on ne communique pas sur les bonnes choses. Malheureusement, on ne communique que sur les drames il y a des expériences qui sont réussites. Il y a un cas à Mohammedia sur une galerie Qessaria moderne qui a englobé plus que 600 marchands ambulants. Je me permets de revenir sur l'expérience de cette Barnossi parce que c'est l'expérience la plus réussite et la plus adéquate, à mon avis, à ces marchands-là. D'autant plus que, c'est vrai, il y a la peur de l'administration, mais ces gens-là, une fois qu'ils se sentent valorisés et qu'il y avait le dialogue ouvert avec l'administration, ils se sont aussi impliqués. Aujourd'hui, le souk, il est géré principalement par l'association des marchands ambulants. Qui n'avait pas été prise en compte, mais cette association à Rabat, pour le lancement de ce programme de réhabilitation. Exactement. Ça, c'était parmi les erreurs. Aujourd'hui, cette association, elle gère le marché. Et il faut aller voir. Il y a un point très important dans la gestion de ce marché-là, c'est que aucun marchand n'a une place fixe. C'est-à-dire que chaque jour, il change de place. Pour éviter l'expropriation, parce que on va dire que par nature, je suis toujours là, donc je vais garder cette place. Et en même temps, de donner aux marchands ambulants la chance de visibilité, la chance d'être visible dans les petits kiosques qui sont mieux exposés. La suite des décodeurs atlantiques ce matin avec Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Rebonjour. Youssef Nassiri, vice-président du CJD également avec nous ce matin. Rebonjour. Bonjour. On termine notre premier sujet sur ce drame social, drame de l'informel également, celui de Moussine Fikri, ce marchand ambulant, vendeur de poissons qui est décédé donc vendredi soir, lié probablement donc à un accident, mais en tout cas peut-être des irrégularités au niveau de la procédure policière. Messieurs, on parlait du drame de l'informel, comment booster, comment améliorer la vie et l'environnement justement de ces marchands ambulants. On a fait allusion à ce programme de réhabilitation qui avait été boycotté par Laurent Mohamed VI en mai 2015. Depuis, les choses semblent bouger, peut-être pas assez vite. Il va falloir peut-être une prise de conscience plus importante, Amine Diori, du pouvoir central pour accélérer le chantier de la régionalisation qui a été taclé d'ailleurs par le FMI en août dernier pour son manque de vitalité. Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la prise de conscience, elle est là aujourd'hui. Il suffit de voir la mobilisation des citoyens, de Sa Majesté, des politiques. Enfin, plus de Sa Majesté que des politiques d'ailleurs. Donc les choses vont certainement changer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est évidemment un cadre légal derrière tout ça. Il faut faire rentrer l'informel dans le formel. En tout cas, essayer d'en intégrer le plus possible dans le cadre formel. C'est la seule façon d'éviter à l'avenir ce genre de drame humain où une personne meurt accidentellement ou s'immole ou ce genre de choses. Pour éviter ça, il faut vraiment que des mesures concrètes soient prises à ce propos. Et donc démocratie locale, c'est ce qu'on disait, Youssef Nassiri, là-dessus, place à la régionalisation, il faut avancer plus vite sur ce dossier-là. Place à la régionalisation, mais aussi il faut que les choses en général au Maroc doivent être prises dans un processus de continuité. On ne doit pas travailler par campagne. C'est-à-dire que maintenant que Sa Majesté a parlé de l'administration, on va parler que de l'administration, on va oublier les autres points. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'informel, c'est une question qui depuis des années on parle de l'informel et chaque fois il y a un programme. Maintenant il faut capitaliser, il faut saisir l'occasion de la régionalisation, mais surtout il faut s'approcher de ces gens-là, les écouter, entendre ces doléances et soyons sûrs et certains que c'est des gens qui sont prêts
à se développer, ils sont prêts à intégrer le système formel, mais on doit les écouter, on doit instaurer surtout la confiance entre l'administration et le citoyen. Amine Diori, pour conclure. Oui, alors pour conclure, je dirais une chose. C'est indéniablement un drame humain. Il faut éprouver de l'empathie pour sa famille, pour ce qui se passe actuellement. Mais derrière, on entend beaucoup de choses, beaucoup d'irrationalité. Et c'est ça qui fait un peu peur, parce que ce thème, ce drame est repris par beaucoup de gens pour finalement faire parler d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Je citerai l'exemple, alors, évidemment, certains politiques essayent de reprendre ça à leur compte en faisant preuve d'un certain populisme par rapport aux foules. Je citerai l'exemple de personnes sur Facebook, par exemple, qui souhaiteraient raviver les vives tensions entre le RIF et le Maroc, essayant de refaire l'histoire. En plus, je lisais en arrivant ce matin un article d'un site algérien qui se félicitait de ce qui se passe au Maroc. Donc vraiment, ça devient n'importe quoi. Il faut remettre ce drame dans son contexte. Et le contexte, on l'a abordé pendant cette demi-heure. Mais voilà, il faut pas non plus tout extrapoler et en faire quelque chose qui ne concerne pas ce problème. Je me permets de saisir cette occasion pour rebondir sur un point, c'est qu'il n'y a pas le Rif, il n'y a pas Jbala, il n'y a pas Sahrawa, il y a un seul Maroc. Et que l'incident qui s'est passé au Rif, il y a un autre incident qui était à Kenitra, il y a un autre incident protégeant notre pays et préservant la sécurité de notre pays et raisonnant comme de vrais citoyens patriotes et réfléchir comment amener le Maroc, je dis bien le Maroc, et non pas le nord, le sud ou le centre. Allez, 9h40 sur Atlantique Radio. Dans un instant, on va parler du statut d'auto-entrepreneur, mais avant la séance, coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Allez, Youssef Nasseri, honneur à vous, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Bon, on a assez parlé de drame, donc ça va être un coup de cœur. Et là, je lance... durant ce week-end, il y avait la compétition des dirigeants d'entreprise en tennis, la Coupe du Trône à Al Jadida. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait le vrai esprit sportif, il y avait une vraie gestion sportive, il y avait une vraie intégration. Et j'aimerais bien que le modèle de la commission corporative du tennis soit généralisé aux autres sports pour qu'on avance, pour que le sport au Maroc avance, et principalement le tennis. Mais on se rappelle un discours royal, notamment sur le sport, qui commence à dater, qui n'a pas été suivi par les actes de la part des politiques. Et c'est peut-être temps que ça change. Amine Diori, un coup de gueule, un coup de cœur? Alors moi aussi, je serai dans le coup de cœur. Je parlerai des événements qui sont liés à la COP22, notamment tout ce qui est lié à l'environnement. Donc c'est une thématique qui me touche particulièrement. J'ai été vraiment agréablement surpris des différents événements qui ont été organisés tout au long du week-end dans le royaume et notamment dans ma ville par rapport à la sensibilisation. Pour préciser. Oui, ça y est, vous êtes démasqué. On sait qu'Amine Diori est à Kenitra. Et donc j'ai été fortement sensible aux actions qui ont été menées, notamment par rapport montrer aux différents citoyens qu'il faut garder un environnement propre, etc. Donc ça, c'est très positif. Donc c'est l'occasion, la COP22, pour parler d'environnement, pour parler de protection de la terre. Et tout ce que j'espère simplement, c'est que une fois la COP22 partie, ces actions seront renouvelées encore et encore, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je citerai un exemple que j'ai vu de mes propres yeux ce week-end. Allez-y. J'étais à la plage, COP22, en ramasse à la plage, et pourtant les personnes qui étaient là, ils continuaient à faire leurs petites actions. Donc ils mangeaient, ils jetaient leur nourriture par terre sur le sable, et voilà, c'est comme si on avait, COP22 c'est une chose, mais ça doit être une action qui doit être, la sensibilisation, c'est une action qui doit être faite de manière régulière. Et qui doit être intensifiée sans doute. 9h43 sur Atlantique Radio. Ça doit être le démarrage, le début d'une action pérenne. Ouais. 9h43 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Et on parle du statut d'auto-entrepreneur. Ce matin, un peu plus d'un an après son démarrage, 34 500 personnes se sont pour l'instant inscrites sur le portail national de l'auto-entrepreneur. C'est un objectif de 100 000 personnes d'ici 4 ans. Ça avance. L'engouement, en tout cas, Amine Diori, n'est pas à négliger. Il y a clairement un engouement pour ce programme.
Oui, alors effectivement, 34 000 On parle des choses qui vont bien avant de parler des choses qui vont mal. Oui, c'est une très bonne chose. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une très bonne chose. Surtout si on se place par rapport aux objectifs officiels, 100 000 auto-entrepreneurs d'ici 2020. Donc voilà, un tiers de l'objectif qui est déjà atteint. Maintenant, si on se met si on réfléchit plus loin, on voit aujourd'hui qu'il y a environ 1,7 million de personnes qui sont dans la formelle, on en parlait, selon la dernière étude du HCP. Il faut quand même essayer d'intégrer un maximum de ces personnes dans le cadre formel. Donc 100 000 c'est bien, mais ça me semble être un objectif un peu faible en réalité par rapport au défi qui est d'intégrer le maximum de personnes de ces 1,7 million. Est-ce que c'est le problème que le défi soit petit? Si on le réussit pour l'instant sur un petit niveau, mais on le réussit bien et qu'ensuite on peut le répliquer et l'accélérer peut-être à partir de 2020, non? Oui, mais c'est une question d'ambition. Après, effectivement, on peut se fixer des petits objectifs et les atteindre. On dira très bien, vous avez atteint les objectifs, mais en réalité, la montagne est encore à gravir. Youssef Nassiri. Je crois que l'objectif de 100 000 inscrits au statut entrepreneur, ce n'est l'un des objectifs majeurs de ce statut-là, parce que l'objectif et l'essence de ce statut-là, c'est pas le nombre qui vont être inscrits, mais c'est beaucoup plus l'instauration d'une culture entrepreneuriale et l'instauration d'un modèle de facilitation des procédures administratives pour encourager la création d'entreprises en général. N'oublions pas que le statut n'est qu'un pan vers l'entreprise, vers la TPE. Et donc là, le chiffre en lui-même, c'est vrai que c'est pour un démarrage, c'est très bien, mais croyez-moi que ça va faire boule de neige sur la culture entrepreneuriale et sur l'accès à l'administration facile, agile et fluide, qui est l'objectif ultime et l'esprit prévu derrière ce statut-là. Ouais, objectif, mais pour l'instant, force est de constater, Amine Diori, manque d'accompagnement, manque de communication sur ce statut. Manque de communication, oui, clairement. Il serait intéressant de communiquer davantage sur ce statut. Alors, il y a beaucoup de peurs qui subsistent par rapport à l'auto-entrepreneur. Peur de si on se met dans ce statut-là, forcément, on va devoir tenir une comptabilité, on va être contrôlé par le fisc, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Les formalités administratives sont extrêmement simples, même si aujourd'hui il y a encore un peu de temps pour obtenir sa carte d'auto-entrepreneur. Il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité. Le calcul fiscal est extrêmement simple. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires selon qu'on soit commerçant, artisan ou qu'on travaille dans le service. Il y a une protection sociale qui est prévue pour ce statut également. Donc beaucoup d'avantages. Je vois très peu d'inconvénients et malheureusement on communique pas assez dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il faut s'attacher pareil à la proximité, Youssef Nassiri. Je crois qu'on doit bien faire la nuance et nuancer qu'il n'y a pas assez de communication. Je crois que la stratégie qui était faite par Maroc PME quand il a lancé ce statut-là, c'est de faire une communication de proximité. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est presque à l'un tiers de l'objectif atteint. Oui. S'il n'y avait pas assez de communication, ça m'étonne qu'on va atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on est presque à 26 000 inscrits, 26 000 porteurs de cartes entrepreneurs sur les 34 000, les 35 000 inscrits. Et donc là, c'est une communication de proximité qui est faite à travers l'écosystème entrepreneurial, avec les agrégateurs, avec l'écosystème entrepreneurial. Et le CJD, il fait partie de ces moyens de sensibilisation et de communication de proximité. On avait lancé conjointement avec Maroc PME et un autre partenaire bancaire, on avait lancé la caravane de l'auto-entrepreneur. Ouais. Et à chaque fois, après 3 heures de sensibilisation, on a un taux d'inscription plus que dépasse les 80%. C'est-à-dire si on a 100 personnes qui assistent à une caravane, c'est 80% qui sont inscrits sur le champ. Et donc c'est un taux qui est élevé. Donc la communication, elle est là, sauf que le canal
c'est vrai que la communication à travers les médias n'a pas été privilégiée pour des raisons que je comprends et je me permets. Budgétaire. Non, c'est pas budgétaire, mais c'est beaucoup plus éviter les interprétations, parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui exploitent ce statut-là pour dire aux gens, pour aller faire du commerce. Il y a malheureusement des fiduciaires et des boîtes d'accompagnement qui disent aux gens, qui exploitent les gens pour leur dire, je peux t'inscrire l'auto-entrepreneur en une semaine, en contrepartie, je me donne 500 dirhams. Alors que l'accès à l'auto-entrepreneur, c'est gratuit. C'est juste 40 dirhams qu'on paye de droit de timbre au Poste Maroc. Bon, il y a deux lectures différentes quand même entre Amine Diouri et Youssef Inasseri, hein, si je résume bien. Amine Diouri, vous dites plutôt, l'ambition, elle n'est pas si grande que ça pour l'instant, même si ça fonctionne plutôt bien sur les objectifs qui sont annoncés. On rappelle, 100 000 statuts d'auto-entrepreneurs d'ici 4 ans. Et puis Youssef Inasseri qui nous dit oui, mais quand même sur cette ambition de 100 000 auto-entrepreneurs, on est à un peu plus d'un tiers. Et puis l'objectif, c'est pas forcément le nombre, c'est la qualité. On va essayer de vous concilier tous les deux. Amine Diouri, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être retrouver le moyen d'accélérer la cadence en matière qualitative et quantitative? Bon, alors on a parlé du premier problème, entre guillemets, qui est celui de la communication. Deuxième problème, c'est celui de l'accompagnement de la formation. Clairement, les personnes... Je vois Youssef Inasseri qui dit oui de la tête. Donc c'est un bon point de conciliation. Clairement, les personnes qui aujourd'hui sont susceptibles de prendre ce statut sont des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études. Donc effectivement, quand vous créez votre entreprise, vous avez besoin d'avoir un minimum d'accompagnement, ne serait-ce que en comptabilité, enfin juste savoir tenir un petit peu ses comptes. C'est quand même si ça n'est pas obligatoire, c'est quand même intéressant de savoir le faire. Il faut avoir un minimum de vision stratégique pour développer son entreprise. Je parle pas non plus de devenir Microsoft demain, mais bon, il faut avoir un minimum de vision, il faut connaître un minimum son marché. On parlait de vision entrepreneuriale, c'est un peu ça la vision entrepreneuriale, c'est avoir un minimum de stratégie. Donc il y a des choses positives qui sont faites. Je parlerai du site d'Atija Wafa Bank par exemple, qui est ouvert aux auto-entrepreneurs. Bon, c'est une première étape qui est intéressante. Il faut aller davantage dans cette voie-là. Oui. Maroc PME est en train d'ouvrir justement un registre de consultants, d'accompagnateurs pour ces auto-entrepreneurs. C'est une très bonne chose également. Donc, on revient au problème de l'administration, peut-être. Entre autres, notamment, non, ça fait une série. Il y a deux volets. Il y a le côté administration et puis le côté accompagnement intensifié. Si l'administration marocaine faisait juste 50% ce que fait actuellement Maroc PME, je crois que on aurait passé le cap et c'est sûr que Sa Majesté n'aurait pas dû même faire le discours sur l'administration publique. Ce que je peux dire sur l'accompagnement, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont voir le jour très très bientôt sur le côté. Allez. Je peux me dire que en tant que consultant, j'ai travaillé avec Maroc PME sur l'élaboration d'un kit d'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train d'être restructuré et va être mis en place. De quoi il pourrait s'agir, par exemple, si vous avez un ou deux exemples dans ce kit, qu'est-ce qui pourrait voir le jour? Dans le kit, il y a des types d'accompagnement selon la qualification de la personne déjà, selon son secteur d'activité et selon sa région, parce que c'est quelque chose qui va être fait de proximité. Pourquoi la région? Parce que dans chaque région, il y a des écosystèmes entrepreneuriels qui ne sont pas et des associations et tissu associatif qui n'est pas la même chose dans d'autres. Donc on va restructurer peut-être. Exactement, ça va être ciblé. Et d'ailleurs, la Tijari Wafa Bank fait partie de cet écosystème-là avec le BMCE, avec Balid El Maghrib, avec la Banque Populaire. Donc il y a des mesures qui sont mises en place. Même le CJD, il fait de l'accompagnement à ces auto-entrepreneurs. Kit d'accompagnement qui pourrait voir le jour quand? À partir du début de l'année 2017? On espère, Inch'Allah. Même avant. Même avant. Il y a le site de Maroc de l'auto-entrepreneur fait par Maroc PME, il est ouvert. D'ailleurs, c'est là où Maroc PME reçoit plusieurs questions, et les gens ont des réponses. Il y a aussi un projet énorme qui va voir le jour très 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 bientôt. C'est un salon en permanence pour les entrepreneurs. Confirmé. Pour quand? Très très bientôt. 2017.
Ou avant l'année? Même un peu avant, je crois, si je... Ce contrôle de Maroc PME, bien sûr. On retient, bien évidemment. Je voudrais qu'on aborde un dernier aspect. Il nous reste 3 minutes. On parlait tout à l'heure d'un modèle d'auto-entrepreneur à l'américaine. Vous avez des chiffres là-dessus, Amine Diouri, je crois, sur le fait que les auto-entrepreneurs, ça cartonne aux États-Unis et que ça peut être quelque chose qui peut insuffler une dynamique entrepreneuriale ici au Maroc. Oui, alors effectivement, quand je regarde les chiffres américains, l'auto-entrepreneur, c'est 80% des créations d'entreprises aux États-Unis. C'est environ 45% en France. Alors après, si on parle de modèle américain, il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que le modèle américain, c'est je crée une entreprise, ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, j'accepte l'échec et je recommence. On n'est pas aujourd'hui dans cette façon de penser. Effectivement, une fois qu'on crée quelque chose et qu'on échoue, ça y est, c'est le drame, on a échoué, etc. Le modèle américain est beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire voilà, on est tombé une fois, on se remet en selle, on recommence, on apprend de ses erreurs, on essaye de trouver les moyens adéquats, les moyens de financement adéquats pour financer son projet. Il y a beaucoup de choses autour de, et puis il y a un écosystème qui favorise la création d'entreprises, qui n'existe pas aujourd'hui forcément. Mais ça montre ce qui est possible de faire justement au Maroc, avec justement ces 1 700 000 unités dans l'informel aujourd'hui. Ça montre que le taux des statuts d'auto-entrepreneur pourrait être important dans la création d'entreprises. Bien sûr. Dans un moyen ou long terme. Bien sûr, il doit être très important. On a parlé tout au long de cette heure, c'est d'intégrer une grande partie de l'informel dans le formel. Donc oui, il y a un énorme potentiel pour l'auto-entrepreneur. Le statut est ultra simple. Et puis aujourd'hui, ce qui manque concrètement, en même temps, c'est un problème qui est propre à toutes les entreprises, c'est le financement. Maintenant, vous avez quand même plus de chances d'avoir un financement quand vous avez un statut juridique légal que quand vous êtes dans l'informel. Donc évidemment, ça plaide déjà beaucoup plus pour ce statut. Youssef Nassa, vous êtes d'accord au niveau des banques peut-être? Bon, c'est vrai que les PME, déjà, on sait qu'elles ont des difficultés souvent à avoir des crédits, on demande encore des garanties personnelles. Alors il y a eu déjà du travail qui a été fait cette année, on espère que ça débouchera sur des actions concrètes dans les prochains mois. Mais pour le statut d'auto-entrepreneur, c'est davantage plus difficile? Exactement, pour l'entrepreneur, c'est difficile, mais déjà, on a franchi un pas énorme. C'est que déjà, les banquiers marocains, ils ont pris conscience que c'est des gens-là, ils doivent être intégrés dans le système bancaire. Et donc là, on a vu plusieurs initiatives sur ces 5 derniers mois, plusieurs initiatives sur la bancarisation pour les auto-entrepreneurs, des actions ciblées pour l'entrepreneur. Même il y a une banque qui a déjà commencé à allouer des crédits pour l'auto-entrepreneur. C'est vrai que c'est pas assez. C'est vrai que c'est pas assez et c'est pas accessible à tout le monde. Mais déjà, c'est un premier pas franchi. Parce que je me rappelle, il y a 5 ans, quand on parlait aux banquiers des entrepreneurs, ils ne répondaient même pas présents. Donc, ils n'ouvraient même pas la porte pour un dialogue, pour explication. Alors qu'aujourd'hui, ils sont partie prenante dans l'intégration de ces entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a une politique, c'est dire, qui est déjà entamée, c'est d'encourager le financement par un autre moyen. C'est par les fondations de microcrédit, c'est par le tissu associatif via des prêts d'honneur à travers des financements même étrangers. On peut citer d'autres organismes, etc. Donc c'est déjà, on est sur la bonne voie. C'est pas encore assez, je l'avoue, mais on est déjà sur la bonne voie. Il va falloir multiplier les efforts en tout cas. Exactement. Merci beaucoup messieurs. Youssef Nassiri, vice-président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt. À bientôt. Pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts avec Faisal Tellaoui. On parle d'expropriation pour cause d'utilité publique aujourd'hui ou encore du dernier discours royal, bien évidemment, sur l'administration. Vous nous appelez au 05 22 95 36 70 pour toutes vos questions. Les Experts Atlantiques à partir de 10h10. Tout de suite, le point info en langue arabe, juste après la pause publicitaire. À demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques.